Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez, et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, plongeons dans ces récits troublants, où chaque détail compte et où la réalité dépasse parfois l'entendement. Le jour où nous avons emménagé dans notre appartement à Columbus, dans l'Ohio, je portais des cartons dans les escaliers lorsque j'ai rencontré Diane pour la première fois. Elle devait avoir la cinquantaine, avec des cheveux au burn teint laissant apparaître des racines grises. Malgré la chaleur étouffante de près de 30 degrés, elle portait un cardigan oversize. Elle se tenait sur le seuil de sa porte, nous observant transporter nos meubles. Lorsqu'Amy, ma petite amie, et moi sommes passés avec notre canapé, elle est sortie avec une assiette de cookies. « Bienvenue dans l'immeuble », a-t-elle dit d'une voix rauque, comme si elle avait fumé pendant des décennies. Les cookies étaient industriels, encore dans leur emballage plastique, mais elle les avait disposés sur une assiette en céramique ornée de petites roses peintes. J'ai trouvé ce geste touchant, cette femme seule, essayant de nous faire sentir les bienvenus. Elle nous a expliqué qu'elle vivait là depuis 12 ans, qu'elle connaissait tout le monde dans l'immeuble, et que si nous avions besoin de quoi que ce soit, sa porte était toujours ouverte. Pendant la première semaine, Diane a frappé à notre porte au moins une fois par jour. D'abord, elle avait besoin d'aide pour atteindre quelque chose en hauteur. Ensuite, sa télécommande ne fonctionnait plus. Puis, son chat, Monsieur Whisker, s'était caché sous le lit et refusait d'en sortir. Au début, Amy et moi n'y avons pas vu d'inconvénient. Nous avions 26 ans, nous étions en bonne santé, et nous avions pitié d'elle. Elle nous avait parlé de sa fille, qui vivait en Californie et venait rarement, et de son fils, mort dans un accident de moto 5 ans plus tôt. Les photos dans son appartement montraient une Diane plus jeune avec 2 enfants, mais les clichés s'arrêtaient brusquement vers 2010. Son logement sentait le litière pour chat et les désodorisants chimiques. Chaque surface était recouverte de napperons ou de couvertures tricotées. Et elle collectionnait des anges en porcelaine, qui occupaient toute une étagère à la place des livres. 3 semaines après notre installation, les demandes de Diane sont devenues plus pressantes. Elle avait besoin qu'on l'emmène faire des courses, puis à la pharmacie, puis chez le médecin. Elle savait toujours quand nous partions au travail, quand nous rentrions, quand nous faisions notre lessive le dimanche après-midi. Amy a commencé à éviter les rencontres, mais je me sentais trop coupable. Un matin, elle m'a demandé de lui prêter 40 $ pour ses médicaments, promettant de me rembourser dès qu'elle recevrait son chèque de sécurité sociale. Puis ce fut 60 $ pour les courses, puis 100 $ pour une partie de son loyer. Les autres locataires nous ont mis en garde après 2 mois. Gérald, du 3B, m'a pris à part dans la buanderie un soir. Elle vous a aussi eu, hein? Il m'a raconté que Diane avait fait la même chose aux précédents locataires de notre appartement. Un jeune couple, comme nous, qui avait tenu 8 mois avant de rompre leur bail. Gérald, qui vivait là depuis 4 ans, avait appris à ne plus répondre à sa porte. Elle a un don pour vous faire sentir coupable si vous ne l'aidez pas. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Un soir, après une conversation avec Gérald, Amy et moi avons décidé de dire non. Le lendemain matin, Diane a frappé à notre porte. Nous n'avons pas répondu. Elle a frappé plus fort, puis a crié « Je sais que vous êtes là. J'entends du bruit. J'ai juste besoin d'un petit coup de main pour aller à la banque. » Nous sommes restés silencieux, retenant notre souffle. Finalement, elle est partie. Mais ce soir-là, en rentrant du travail, elle était assise sur les marches devant notre porte, son cardigan serré autour d'elle. « Mon chat est malade. Je ne peux pas payer les frais du vétérinaire. » Elle avait les yeux humides, des larmes coulaient sur ses joues. Amy est passée sans un mot, mais je me suis arrêté. Et si son chat était vraiment malade? J'ai fini par lui donner 80 $. Amy m'a à peine adressé la parole après ça. Tu la hiciste manipuler. Elle joue de toi comme d'un violon. Elle avait probablement raison. Mais voici le problème avec la manipulation. Même quand vous savez que c'est le cas, même quand vous voyez tous les fils tirer, parfois, vous ne pouvez pas vous empêcher de danser. 2 jours plus tard, j'ai vu Monsieur Whisker se prélasser dans la fenêtre de Diane, en parfaite santé. Quand j'en ai parlé à Diane, elle a dit que les médicaments avaient fait des miracles, mais elle n'a pas pu me regarder dans les yeux. Les choses ont empiré le 3e mois. Diane a commencé à apparaître à des heures étranges, avec des histoires de plus en plus dramatiques. Son neveu au Michigan avait besoin d'une opération d'urgence. Son ex-mari la menaçait de la traîner en justice. La gestion de l'immeuble disait qu'elle était en retard sur son loyer. Chaque crise nécessitait 2 cents, 30, parfois 5 cents $. J'avais déjà donné près de 600 $. Amy avait atteint son point de rupture. Nous nous sommes disputés violemment.
Tu te soucies plus d'une vieille femme manipulatrice que de notre propre relation. Nous étions censés économiser pour une maison, planifier notre avenir ensemble, et me voilà en train de gaspiller notre argent pour quelqu'un qui me voyait comme un distributeur automatique avec une conscience coupable. Le lendemain matin, un samedi de fin septembre, j'étais en train de faire du café quand j'ai entendu la voix de Diane à travers le mur. Elle était au téléphone et riait. Pas ce rire fragile et désespéré qu'elle utilisait avec nous, mais un rire franc, authentique. Non, non, les jeunes d'à côté sont solvables. Des professionnels, tu vois le genre. Ils ne supportent pas de voir une vieille dame en difficulté. Elle a ri à nouveau, puis a mentionné quelque chose à propos d'un acompte pour une croisière. Ami était derrière moi, et nous avons écouté Diane parler de ses projets, de la façon dont elle avait mis au point un système parfait. Elle disait tenir un carnet pour suivre ce qu'elle avait raconté à qui, s'assurant que ses histoires ne se chevauchaient pas. Elle nous a mentionné par le numéro de notre appartement, comme si nous n'étions que des entrées dans un registre. Nous avons arrêté de répondre aux coups de Diane après ça. Elle restait parfois 20 ou 30 minutes devant notre porte, frappant de plus en plus fort. Elle glissait des lettres sous la porte, de longues missives sur notre manque de cœur, sur la façon dont elle pensait que nous étions différents. Une note mentionnait qu'elle savait où nous travaillions, connaissait notre voiture, les noms de notre famille. Ce n'était pas exactement une menace, mais ce n'en était pas loin non plus. Gérald nous a dit qu'elle avait fait la même chose aux autres qui l'avaient coupée, et qu'elle finirait par passer à de nouveaux locataires. En effet, quand une jeune femme nommée Beth a emménagé dans le 4 à 2 semaines plus tard, nous avons vu Diane reporter son attention comme un prédateur choisissant une proie plus facile. Nous avons essayé de prévenir Beth, mais Diane l'avait déjà convaincue que les autres locataires étaient jaloux d'elle, qu'ils répandaient des mensonges parce qu'ils n'aimaient pas les personnes âgées. Octobre a laissé place à novembre, et nous avons développé une routine d'évitement. Nous connaissions les habitudes de Diane. Quand elle allait chercher son courrier, quand elle s'asseyait dans le hall, quand elle rôdait dans les couloirs à la recherche de quelqu'un à acculer. L'immeuble avait changé, chargé d'une anxiété constante. Les autres locataires avaient des histoires similaires. L'Iguane, du 2C, disait qu'elle leur avait soutiré 400 $ avant qu'ils ne comprennent. Le vieil homme du 1 a ri amèrement quand son nom a été mentionné. Mais nous sommes tous restés, parce que les baux sont difficiles à rompre et que déménager coûte cher. Et d'une certaine manière, nous nous étions tous convaincus que nous pourrions tenir plus longtemps qu'elle. Puis est venue cette nuit de mi-novembre, un jeudi, vers 23 h. Je me brossais les dents quand j'ai entendu des sirènes, d'abord lointaines, puis de plus en plus proches, jusqu'à ce qu'elles soient juste devant notre immeuble. Des lumières bleues et rouges traversaient la fenêtre de la salle de bain, peignant les murs en couleurs alternées. Ami et moi sommes allés à la fenêtre du salon et avons vu 3 voitures de police, puis 4, puis une ambulance. Le couloir s'est rempli de voisins, tous en pyjama ou en robe de chambre. Nous avons regardé 2 policiers frapper à la porte de Diane, puis plus fort, avant de s'annoncer. Quand elle a enfin ouvert, elle portait ce même cardigan, mais son visage était différent. Vide, presque serein. « Vous devez venir avec nous pour un interrogatoire », lui ont-ils dit. Elle a simplement hoché la tête, comme si elle s'y attendait. En passant devant nous, elle nous a regardés avec une expression étrange, comme si nous étions des inconnus. Gérald se tenait à côté de moi et m'a chuchoté que le frère de Diane, à Portland, avait été retrouvé mort 2 jours plus tôt dans des circonstances suspectes. Les mots « empoisonnement », « argent d'assurance » et « procuration » ont circulé parmi les voisins. Quelqu'un a mentionné qu'elle l'avait visité le mois précédent, pour la première fois depuis des années, juste après qu'il ait été diagnostiqué avec un cancer. Le détective qui est venu nous interroger le lendemain n'a pas confirmé les détails, mais il a posé beaucoup de questions sur la situation financière de Diane, ses demandes d'argent, ses histoires sur les membres de sa famille. Nous n'avons plus jamais revu Diane après cette nuit-là. Son appartement a été vidé 1 semaine plus tard par des personnes en combinaison de protection. Apparemment, les conditions à l'intérieur étaient bien pires que ce que nous avions imaginé. L'odeur qui s'est échappée quand ils ont ouvert la porte était indescriptible. Ils ont trouvé des dizaines de carnets, remplis de comptes rendus détaillés de ses interactions avec les locataires, remontant à des années. Mon nom y figurait, avec des notes sur ma faiblesse pour les histoires tristes et la culpabilité catholique. Très utile, avait-elle écrit. Ami a trouvé son nom aussi, marqué comme « plus difficile à manipuler ». La gestion de l'immeuble nous a dit plus tard que Diane n'avait jamais vraiment été en retard sur son loyer. Elle avait beaucoup d'argent sur ses comptes. Les demandes de cash, les histoires désespérées, les larmes, tout cela n'avait été qu'un jeu pour elle. Une façon de se sentir puissante, ou peut-être simplement le frisson de voir jusqu'où elle pouvait pousser les gens. Nous avons reçu une lettre des mois plus tard disant que l'affaire contre elle avançait, mais nous n'avons jamais connu l'issue. Ami et moi avons déménagé à la fin de notre bail,
trouvé un endroit de l'autre côté de la ville où personne ne nous connaissait. Nous sommes plus prudents maintenant, plus lents à faire confiance, plus rapides à repérer les angles que les gens pourraient jouer. Parfois, je pense encore à Beth. Je me demande si elle a compris avant l'arrestation de Diane, ou si elle apportait encore des courses à un appartement vide, frappant à une porte qui ne s'ouvrirait plus jamais. Il y a 2 ans, je vivais dans un duplex à Denver avec ma fille de 8 ans, Lily. Je venais de finaliser mon divorce et essayais de reconstruire nos vies. L'endroit n'était pas grand-chose. De la peinture qui s'écaillait sur les volets, une cuisine qui n'avait pas été rénovée depuis les années 80, et une cour arrière plus remplie de mauvaises herbes que d'herbes. Mais c'était à nous, et c'était tout ce qui comptait. Je travaillais comme hygiéniste dentaire dans un cabinet en centre-ville, faisant des heures interminables pour joindre les 2 bouts. La plupart des soirs, je rentrais épuisé, aidais Lily à faire ses devoirs, préparais le dîner, et m'effondrais dans mon lit vers 22 heures. La vie était prévisible, routinière, et honnêtement, c'était exactement ce dont nous avions besoin après le chaos de l'année précédente. Le quartier était calme, surtout peuplé de personnes âgées qui y vivaient depuis des décennies, ce qui me donnait un sentiment de sécurité en tant que mère célibataire. Notre voisin, Walter, a emménagé environ 3 mois après nous. Il devait avoir la cinquantaine, portait toujours la même salopette bleue délavée et une casquette John Deere qui avait connu des jours meilleurs. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il transportait des cartons depuis un vieux pick-up Ford cabossé, et j'ai proposé mon aide. Il avait une façon étrange de parler, évitant toujours le contact visuel, regardant toujours juste au-dessus de votre oreille, comme si quelque chose de plus intéressant se passait derrière vous. Ses dents étaient jaunies par des années de café et de cigarettes, et il avait cette habitude de cliquer sa langue avant de parler, comme s'il goûtait ses mots avant de les prononcer. Walter travaillait de nuit dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, ce qui signifiait que nos emplois du temps se chevauchaient rarement. Mais chaque fois que nos chemins se croisaient, il était assez amical, demandant toujours des nouvelles de l'école de Lily ou commentant la météo. Rien qui puisse vous faire réfléchir à 2 fois. Les emprunts ont commencé modestement, peut-être 6 semaines après l'arrivée de Walter. D'abord, ce fut un marteau. Un samedi après-midi, alors que Lily était à l'anniversaire d'une amie, il a frappé à ma porte. Je monte des étagères et la tête de mon marteau a volé du manche. Elle a failli défoncer ma fenêtre de cuisine. J'ai ri et j'ai attrapé le mien dans le garage, lui disant de le garder aussi longtemps qu'il en avait besoin. Il me l'a rendu le lendemain matin, propre et enveloppé dans un torchon, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Ensuite, ce fut un jeu de tournevis, puis des pinces, puis ma perceuse électrique. Chaque fois, il avait des explications élaborées. Le tournevis avait roulé sous son réfrigérateur et il ne pouvait pas l'atteindre. Les pinces s'étaient mélangées dans une boîte qu'il avait déjà apportée au garde-meuble. Le forêt de la perceuse s'était cassé net au milieu d'un projet. Il se tenait toujours sur mon porche, changeant de pied, ce clic de langue se produisant toutes les quelques secondes. Les outils revenaient toujours, généralement dans les 1 ou 2 jours, parfois plus propres que lorsque je les avais prêtés. Après un certain temps, les demandes sont devenues plus fréquentes et plus spécifiques. Il avait besoin de mon mètre ruban, mais spécifiquement du long, pas du court que j'utilisais dans le jardin. Il avait besoin de papier aluminium parce que la marque du magasin se déchirait toujours. Il avait besoin de piles, mais seulement des Duracell parce que les génériques ne duraient pas dans sa lampe torche. Un soir de juillet, il a frappé à ma porte alors que je donnais un bain à Lily, demandant s'il pouvait emprunter mon aspirateur parce que le sien avait aspiré quelque chose qu'il n'aurait pas dû et avait cessé de fonctionner. Je me souviens être resté là, dans l'embrasure de ma porte, en train de me sécher les mains sur mon jean, et d'avoir remarqué comment il regardait par-dessus mon épaule dans la maison, ses yeux balayant le salon comme s'il mémorisait la disposition. Mais j'ai laissé tomber. Peut-être qu'il était juste curieux de voir comment nous avions décoré. Ou peut-être qu'il était de ces personnes qui ne pouvaient s'empêcher de regarder. L'aspirateur est revenu 2 jours plus tard avec un nouveau sac installé et un mot de remerciement scotché sur la poignée. En août, les demandes de Walter faisaient partie de ma routine hebdomadaire. Tous les quelques jours, il y avait ce coup distinctif à la porte. 3 coups rapides, une pause, puis 2 autres, et je le trouvais sur mon porche avec un nouveau besoin. Mais c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Un jeudi, je suis rentré du travail plus tôt que d'habitude parce que Lily avait un rendez-vous chez le dentiste, et j'ai découvert que ma clé de secours avait disparu dessous la grenouille en céramique où je la gardais. J'ai retourné le Porsche, pensant que le vent l'avait peut-être poussée quelque part, mais elle avait disparu. Ce même soir, Walter a frappé à ma porte pour demander du sucre. Pendant que j'étais dans la cuisine pour le lui chercher, j'ai mentionné la clé manquante, et il a immédiatement proposé de m'aider à la chercher. Il a passé 20 minutes à ramper sur mon Porsche avec une lampe torche, vérifiant chaque coin et recoin. Le lendemain matin, la clé était de retour sous la grenouille, exactement là où elle aurait dû être. Quand j'ai remercié Walter de l'avoir trouvée,
Il a eu l'air confus et a dit qu'il ne l'avait pas trouvé, qu'il pensait que je l'avais retrouvé moi-même. Puis est venu ce samedi qui a tout changé. Lily était chez son père pour le week-end et j'ai décidé de faire un grand ménage dans la maison. J'étais en train d'organiser mon bureau à domicile quand j'ai réalisé que mon passeport n'était pas dans le classeur où je le gardais toujours. Mon acte de naissance était là. Celui de Lily était là, mais mon passeport avait disparu. J'ai tout sorti, vérifié chaque dossier 2 fois, même regardé derrière le classeur, pensant qu'il avait peut-être glissé. Rien. C'est alors que j'ai remarqué que d'autres choses n'étaient pas à leur place. La pile de relevés bancaires que je gardais attachés ensemble avait été mélangée, toujours là, mais dans un ordre différent de celui que j'avais laissé. Ma carte de sécurité sociale était dans la mauvaise fente. Le dossier contenant les dossiers médicaux de Lily avait été déplacé du 3e tiroir au 2e. Des petites choses, des détails que l'on ne remarquerait pas à moins de chercher, mais j'étais méticuleuse avec mon système de classement. Depuis le divorce, garder une trace de chaque document était devenu crucial pour les arrangements de garde. Je me suis assise là, sur le sol de mon bureau, entourée de papiers, essayant de comprendre ce que je voyais. Mon ordinateur portable était toujours sur le bureau. Ma boîte à bijoux était intacte dans la chambre. L'argent d'urgence que je gardais dans une vieille boîte à café était toujours là. Rien de valeur n'avait disparu, sauf ce passeport. Mais quelqu'un avait définitivement fouillé dans mes documents personnels. Quelqu'un qui avait été assez prudent pour remettre les choses presque exactement là où elles étaient. J'ai pensé à appeler la police, mais qu'aurais-je pu dire? Que mes papiers étaient dans un ordre légèrement différent. Que mon passeport avait disparu, mais rien d'autre. Ils auraient probablement pensé que j'étais paranoïaque ou que je l'avais simplement égaré moi-même. J'ai passé le reste de cet après-midi à vérifier chaque verrou de fenêtre, chaque porte, à la recherche de signes d'effraction. Tout était sécurisé. La seule explication était que quelqu'un avait utilisé une clé, et la seule clé qui avait disparu était celle de secours sous la grenouille. Ce soir-là, vers 19 h, Walter a frappé à ma porte. Cette fois, il voulait emprunter mon escabeau pour changer une ampoule dans son couloir. Apparemment, son plafond était exceptionnellement haut et son escabeau habituel n'atteignait pas. Je me tenais dans l'embrasure de ma porte, étudiant son visage pendant qu'il parlait, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui confirmerait mes soupçons. Il a fait ce truc avec sa langue 3 fois en 30 secondes. Et ses yeux ne cessaient de dériver vers le salon derrière moi. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention était un petit détail. Il avait une coupure de papier sur son index, assez fraîche pour que le sang suinte encore à travers le pansement. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a ri et a dit qu'il avait trié du vieux courrier. J'ai été négligent avec une enveloppe. Je lui ai prêté l'escabeau, mais dès qu'il est parti, je suis retourné dans mon bureau. En effet, une de mes enveloppes de relevés bancaires avait une petite tache de sang sur le coin, si petite que je ne l'avais pas remarquée avant. Mon corps tout entier s'est glacé. Cet homme avait été dans ma maison, fouillant dans mes documents privés, touchant à mes affaires, et maintenant il se tenait sur mon porche, demandant à emprunter mon escabeau comme si de rien n'était. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Chaque ombre à l'extérieur de ma fenêtre ressemblait à quelqu'un essayant d'entrer. J'ai appelé pour dire que j'étais malade le lundi et j'ai installé de nouveaux verrous sur toutes les portes, plus une de ces chaînes de sécurité sur l'avant et l'arrière. J'ai acheté un système de caméras de sécurité chez Best Buy, le genre qui envoie des alertes sur votre téléphone lorsqu'il détecte un mouvement. Pendant que je l'installais, j'ai trouvé quelque chose qui m'a rendu physiquement malade. Dans la chambre de Lily, cachée derrière sa commode, se trouvait une de mes anciennes fiches de paie datant de 3 mois plus tôt. Je savais avec certitude que je ne l'avais jamais apportée dans sa chambre. Je m'occupais toujours des affaires financières dans mon bureau. Mais il y avait autre chose. Au dos de la fiche de paie, quelqu'un avait écrit au crayon, très légèrement, une série de chiffres. En y regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait de mon emploi du temps de travail, les heures et jours exacts où j'avais travaillé ce mois-là. Quelqu'un avait suivi ma routine, sachant exactement quand j'étais absente et pour combien de temps. L'écriture était petite et serrée, rien à voir avec la mienne. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone, ayant enfin une forme de preuve. Le lendemain matin, mardi, je visionnais les images des caméras de sécurité de la nuit précédente quand j'ai vu quelque chose qui a confirmé tout. À 3h47, Walter était monté sur mon Porsche, s'était tenu directement devant ma porte pendant environ 30 secondes, puis était reparti. Il n'avait pas frappé, n'avait pas essayé la poignée, s'était simplement tenu là. Puis, à 4h15, il était revenu. Cette fois, il marchait autour de ma porte arrière, se tenant là avant de partir. Les images étaient assez claires pour voir qu'il tenait quelque chose dans sa main. Cela ressemblait à une clé. J'ai immédiatement appelé la police, mais l'agent qui est venu semblait sceptique.
Walter n'avait pas réellement pénétré sur la propriété à l'écran, n'avait rien fait d'explicitement illégal. Se tenir sur le porche de quelqu'un n'était pas un crime. L'agent a suggéré que je change mes serrures et que je documente tout. Peut-être envisager une ordonnance restrictive si les choses s'aggravaient. Après son départ, j'ai appelé un serrurier et ai fait changer toutes les serrures de la maison cet après-midi-là. J'ai également appelé mon ex-mari pour demander si Lily pouvait rester quelques jours de plus chez lui pendant que je réglais cette affaire. Ce mercredi soir, Walter a frappé à ma porte. Je l'ai observé à travers le Judas, mais je n'ai pas répondu. Il a frappé 3 fois de plus au cours d'une heure, attendant environ 5 minutes à chaque fois avant de réessayer. Grâce à l'application de la caméra de sécurité sur mon téléphone, je pouvais le voir clairement. Il tenait un plat à tarte, probablement une autre excuse pour entrer en contact. Après la 4e tentative, il a posé le plat sur mon porche et est retourné chez lui, mais il n'est pas entré. Au lieu de cela, il s'est assis sur les marches de sa maison, directement face à la mienne, et y est resté pendant 2 heures, assis, regardant, prenant occasionnellement une gorgée dans un thermos. J'ai appelé le 911, mais comme il était sur sa propre propriété, ils ont dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Je suis resté assise dans mon salon sombre, jetant un coup d'œil à travers les stores, le regardant me regarder. Finalement, vers 22 heures, il est rentré. Le plat à tarte est resté sur mon porche pendant 3 jours avant que je ne le jette, sans l'ouvrir. Je n'ai plus jamais parlé à Walter, mais je pouvais sentir son regard chaque fois que j'allais et venais. Ses rideaux bougeaient, sa porte s'entrouvrait légèrement. J'ai tout documenté, j'ai constitué un dossier de 2 pouces d'épaisseur. 1 mois plus tard, j'ai appris par une autre voisine, Madame Gutiérrez, que Walter avait été expulsé. Elle a dit que le propriétaire avait trouvé des choses troublantes dans sa maison lors d'une inspection de routine. Des dizaines de photocopies de pièces d'identité de femmes collées sur le mur de sa chambre, des boîtes pleines de courriers qui ne lui appartenaient pas, et ce qui semblait être des journaux détaillés sur les routines de plusieurs voisins. La police s'est impliquée, mais Walter a disparu avant qu'ils ne puissent l'interroger. Ils ont trouvé mon passeport dans un tiroir de sa cuisine, ainsi que 2 cartes de crédit dont je ne savais même pas qu'elles manquaient. Madame Gutiérrez a dit qu'ils avaient également trouvé un kit de fabrication de clés et plusieurs clés vierges. Le détective qui m'a appelé a dit que le vrai nom de Walter n'était même pas Walter. C'était Douglas Brennan, et il avait des antécédents de vol d'identité et de harcèlement dans 3 autres États. Nous avons déménagé 2 semaines plus tard. Je vérifie toujours mon rapport de crédit de manière obsessionnelle. Je vérifie toujours mes verrous 3 fois. Je ressens toujours cette sensation de rampement chaque fois qu'un voisin se montre trop amical. Lily ne connaît pas toute l'histoire. Juste que nous avions besoin d'un nouveau départ. Parfois, je me demande combien de fois il est entré dans notre maison pendant que nous dormions, ce qu'il a touché, ce qu'il a pris que je n'ai jamais remarqué. Le fait de ne pas savoir est presque pire que ce que j'ai réellement découvert. Nous étions 4 à partager cette maison en banlieue de Phoenix depuis environ 8 mois quand tout a basculé. C'était février 2018, j'avais 26 ans et je travaillais à distance comme graphiste, tandis que mes colocataires Jason, Maria et Steve avaient des emplois de bureau en centre-ville. Nous avions trouvé cette location parfaite à 2 étages avec un énorme jardin, pensant avoir fait une excellente affaire avec un loyer bon marché et un quartier tranquille. L'endroit était entouré d'une vieille clôture en bois d'environ 2 mètres de haut, avec une porte métallique qui donnait sur une ruelle entre notre rue et celle d'à côté. Nous organisions des barbecues chaque week-end, restions éveillés tard en écoutant de la musique sur la terrasse, vivant notre meilleure vie de jeunes adultes sans un souci au monde. Les maisons autour d'eux nous étaient surtout occupées par des familles et des couples âgés qui se tenaient à l'écart, ce qui nous convenait parfaitement. La première fois que nous avons entendu les coups, c'était un mardi soir vers 2 heures du matin. Je m'en souviens parce que j'étais resté éveillé tard pour terminer un projet pour un client au Japon. 3 coups lourds contre notre porte arrière, le genre qui faisait trembler toute la clôture et résonnait dans le jardin. Jason est sorti en titubant de sa chambre avec une batte de baseball, et nous sommes restés là, dans la cuisine, le cœur battant, attendant qu'autre chose se produise. Après environ 5 minutes de silence, nous avons pensé que c'était peut-être juste un étudiant ivre du collège communautaire voisin essayant de prendre un raccourci par la ruelle. Nous en avons ri, avons fait des blagues sur la posture de super-héros de Jason avec la batte, et sommes retournés nous coucher. Mais le lendemain soir, c'est arrivé à nouveau. À la même heure, les mêmes 3 coups lourds qui semblaient faire trembler toute la ligne de clôture, suivi du bruit de quelqu'un testant le verrou de la porte. Ce cliquetis métallique de quelqu'un tirant et poussant dessus à plusieurs reprises. À la fin de cette semaine, les bruits s'étaient transformés en quelque chose de bien pire. Nous entendions des pas crissés sur le gravier le long du côté de notre maison, lents et délibérés, comme si quelqu'un prenait son temps pour inspecter la propriété. Maria a installé son téléphone pour enregistrer depuis la fenêtre de sa chambre une nuit,
et nous avons capturé des images floues de 2 silhouettes se promenant dans notre jardin, errant entre notre abri et les meubles de patio. Ils ne tentaient pas de voler quoi que ce soit, se contentaient de marcher, s'arrêtant parfois pour regarder à travers nos fenêtres. Steve voulait appeler la police immédiatement, mais la vidéo était trop sombre pour distinguer des visages, et techniquement, il n'avait rien cassé ni tenté de pénétrer dans la maison. Nous avons décidé d'installer des lumières à détecteur de mouvement à la place. Des projecteurs LED super puissants qui illumineraient toute la cour si quelque chose bougeait là-bas. Le gars de Home Depot nous a aidés à choisir les plus gênants qu'ils avaient, 3000 lumens chacun, assez pour aveugler quiconque les déclencherait. Ce samedi après-midi, alors que Steve et moi étions sur des échelles en train d'installer les lumières, nous avons enfin rencontré nos voisins de derrière pour la première fois. 2 gars sont sortis sur leur terrasse, qui surplombait notre jardin, et se sont simplement tenus là à nous regarder travailler. Le plus jeune, probablement dans la trentaine, avec une barbe clairsemée et des joues creuses, gloussait sans raison tout en se grattant les bras. Le plus âgé, peut-être la cinquantaine, portait un débardeur jauni qui pendait sur son corps maigre. Il a commencé à nous poser des questions bizarres sur les outils électriques que nous pourrions lui prêter, ou trouver des batteries de voitures pas chères, des trucs aléatoires qui ne semblaient pas connectés. Leurs yeux avaient cette qualité vitreuse des non focalisés, les pupilles comme des têtes d'épingle malgré la lumière vive. Et ils avaient tous les deux ces croûtes sur le visage et les bras. L'odeur qui venait de leur direction était absolument infecte, comme un mélange de produits chimiques, d'ordures en décomposition et de sueur, assez forte pour que je puisse la sentir au fond de ma gorge, même à 6 mètres de distance. Steve a essayé d'être poli, donnant des réponses vagues sur le fait de ne pas avoir d'outils supplémentaires, tandis que je suis resté silencieux et concentré sur la fixation des lumières. Le jeune gars s'est soudainement agité, a commencé à arpenter leur terrasse, marmonnant que nous installions des caméras pour les espionner, que le gouvernement utilisait les lumières LED pour lire les pensées des gens, des inepties paranoïaques. Le plus âgé a simplement ri d'un son rauque et sec, disant que nous avions l'air de gentils gosses. Puis il a demandé si nous avions besoin de réparer des appareils électroniques, car il était très doué pour démonter les choses. La façon dont il a dit m'a donné des frissons d'inconfort. Ils sont rentrés après environ 10 minutes, mais je pouvais les voir à travers leur porte-fenêtre en verre, debout dans leur salon sombre à nous regarder finir l'installation. Plus tard ce soir-là, Maria a recherché les registres de propriété en ligne et a découvert que la maison était une location gérée par une société basée au Nevada, avec un historique de plaintes de l'association de quartier concernant les ordures, le bruit et des activités suspectes remontant à 3 ans. Les lumières de détection de mouvement ont fonctionné parfaitement pendant exactement 2 nuits. La 3e nuit, vers 1 heure du matin, elles ont commencé à s'allumer toutes les quelques minutes, inondant notre jardin de lumière blanche crue. Nous nous sommes précipités aux fenêtres, mais nous n'avons jamais rien vu. Juste une cour vide et des ombres. Puis nous avons remarqué que les lumières étaient légèrement inclinées, dirigées non plus vers la clôture, mais vers la maison, comme si quelqu'un les avait ajustées manuellement. Jason a trouvé des éraflures fraîches sur le boîtier métallique et ce qui ressemblait à des traces de graisse sur le mur en dessous, comme si quelqu'un avait grimpé pour les manipuler. Nous avons également découvert que nos poubelles avaient été ouvertes et fouillées, avec des objets spécifiques manquants. De vieux appareils électroniques, des piles d'une télécommande cassée, du fil de cuivre que Steve avait jeté après une réparation de haut-parleur, un vol sélectif qui n'avait aucun sens jusqu'à ce que Maria fasse une recherche sur Google et découvre que ces éléments étaient tous des composants utilisés pour fabriquer des pipes à méthamphétamine ou pour les échanger contre de la drogue. Les choses se sont dramatiquement aggravées le jeudi suivant. Je me suis réveillé à 3 heures du matin en entendant Maria crier depuis le rez-de-chaussée. Elle s'était levée pour boire un verre d'eau et avait trouvé le jeune voisin debout dans notre jardin, le visage collé contre la porte-fenêtre, les mains en coupe autour des yeux pour essayer de voir à l'intérieur. Quand elle a allumé la lumière de la terrasse, il n'a pas fui, il est simplement resté là à la fixer avec une expression vide, se balançant légèrement, la bouche bougeant comme s'il se parlait à lui-même. Elle frappait à la porte de Jason quand le gars a finalement tourné les talons et est retourné vers la clôture. Mais au lieu de sortir par la porte, il a essayé de grimper par-dessus, se coinçant la chemise sur le sommet et restant accroché là pendant une bonne minute, se débattant et jurant avant de finalement se libérer et tomber de l'autre côté. Nous avons appelé la police cette fois, mais quand ils sont arrivés 40 minutes plus tard, il n'y avait rien à voir à part un morceau de tissu déchiré sur la clôture. Les flics ont pris un rapport, ont dit qu'ils augmenteraient les patrouilles, nous ont donné le discours habituel sur le fait de garder les portes verrouillées et de rester vigilants, mais nous pouvions dire qu'ils ne feraient pas grand-chose. Le lendemain matin, je travaillais de chez moi quand j'ai entendu Steve crier depuis le jardin. Il était allé vérifier l'abri et avait découvert que la serrure avait été détruite. Pas coupée, mais littéralement écrasée avec quelque chose de lourd. Le métal était tordu et déformé. À l'intérieur, la tondeuse à gazon était partiellement démontée, les enroulements de cuivre du moteur arrachés et manquants. Ils avaient également pris le bidon d'essence, un vieux diluant à peinture et, bizarrement,
une boîte de sel gemme que nous utilisions pour faire de la crème glacée. Mais la partie vraiment dérangeante était ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Une pipe en verre avec des traces de brûlure à une extrémité, cachée derrière l'endroit où se trouvait la tondeuse, ainsi qu'un sac de couchage sale qui sentait cette même odeur chimique. Steve a mis des gants et a tout jeté dans un sac poubelle, mais nous étions tous profondément perturbés, sachant qu'ils avaient utilisé notre abri comme une sorte de cachette ou de planque, peut-être depuis des semaines sans que nous le sachions. Ce week-end-là, nous avons décidé d'affronter la situation de front. Nous sommes tous les 4 allés frapper à leur porte vers midi, pensant qu'ils seraient moins agressifs pendant la journée. Le gars le plus âgé a répondu après environ 5 minutes de coups, vêtu seulement d'un caleçon taché, ses côtes visibles à travers sa peau pâle et marquée. Le salon derrière lui était un chaos. Des matelas par terre, du papier aluminium couvrant toutes les fenêtres, des traces de brûlure sur la moquette, et au moins 6 autres personnes allongées dans divers états de conscience. Il a continué à insister qu'il ne savait rien de personne entrant dans notre jardin, mais ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir la porte, et je pouvais voir des éraflures fraîches sur ses bras qui ressemblaient exactement aux marques sur notre clôture. Quand Jason a mentionné que nous avions des images de sécurité et que nous envisagions de porter plainte, l'attitude du gars a complètement changé. Il a commencé à radoter sur le fait que nous ne comprenions pas, qu'ils essayaient juste de survivre, que le jeune gars, apparemment son neveu, se perdait parfois la nuit et errait quand il avait trop consommé. Avant que nous puissions répondre, 3 autres personnes sont sorties de l'arrière de la maison, y compris le jeune gars que nous avions vu auparavant. Il était dans un état bien pire que la dernière fois. Une perte de poids massive, des dents visiblement pourries, des plaies ouvertes sur le visage qui semblaient infectées. Il a commencé à crier contre son oncle pour lui avoir parlé à nous, disant que nous portions probablement des micros, que nous avions placé des dispositifs d'écoute dans leurs murs à travers la clôture partagée. Puis il s'est tourné vers nous et son visage a changé, prenant une expression étrange et calme, et il nous a demandé si nous voulions acheter une moto. Quand nous avons dit non, il a demandé si nous avions des vélos dans notre abri qu'il pourrait réparer et vendre. Comme s'il n'avait pas juste avoué savoir ce qu'il y avait dans notre abri. Maria a perdu son sang-froid à ce moment-là. Si quelqu'un de votre maison remet un pied sur notre propriété, nous le ferons arrêter pour intrusion et possession de drogue. Le jeune gars a ri, un rire sec et horrible, et a dit que nous ne pouvions rien prouver, que peut-être c'était nous qui avions des problèmes de drogue et qui essayions d'incriminer des voisins innocents. Le gars le plus âgé a essayé de le calmer, mais 2 autres personnes nous ont bousculés pour sortir. L'une d'elles portait clairement notre bidon d'essence volé, avec les initiales de Steve écrites dessus au marqueur. Cette nuit-là a été la pire, et heureusement la dernière. Vers minuit, nous avons entendu du verre se briser en bas. Jason a pris sa batte à nouveau, tandis que j'appelais le 911, et nous nous sommes faufilés en bas pour trouver la fenêtre de la cuisine complètement brisée, une brique au milieu du sol entourée d'éclats de verre. À travers la fenêtre cassée, nous pouvions voir des flammes dans le jardin. Ils avaient mis le feu à notre abri. Toute la structure était en feu, une fumée noire toxique s'élevant dans le ciel nocturne. Pendant que nous étions là, sous le choc, les lumières de détection de mouvement ont révélé 5 ou 6 silhouettes courant dans notre jardin. Certains jetaient plus de choses sur le feu, d'autres essayaient de saisir nos meubles de patio. Le jeune voisin était là, torse nu, dansant autour des flammes et hurlant comme un animal. Steve a couru dehors avec le tuyau d'arrosage, mais il avait déjà coupé, tranché net à plusieurs endroits. Quand les pompiers sont arrivés, l'abri était complètement détruit. La clôture était carbonisée, et les toxicomanes s'étaient dispersés vers leur maison ou dans la ruelle. Les pompiers ont dit que le schéma de l'accélérant suggérait qu'ils avaient utilisé le diluant à peinture et l'essence volée pour démarrer le feu, et les flammes de couleur étrange provenaient probablement de produits chimiques qu'ils avaient jetés, peut-être de leur propre fourniture de fabrication de drogue. La police a arrêté cette personne de la maison cette nuit-là, y compris les 2 voisins avec qui nous avions eu affaire. Il s'est avéré qu'ils faisaient tourner un petit laboratoire de méthamphétamine dans leur salle de bain, et l'enquête sur l'incendie avait donné un motif probable pour un mandat de perquisition. Les flics ont trouvé 900 grammes de méthamphétamine, un équipement de cuisine mobile, des biens volés dans au moins 12 maisons différentes du quartier, et 3 personnes avec des mandats d'arrêt en cours. Le jeune gars a essayé de résister aux policiers et a fini par se faire électriser dans sa cour avant en hurlant que nous avions tout orchestré, que nous étions des agents de la CIA envoyés pour détruire ses recherches. Nous avons dû rester dans un hôtel pendant 3 jours pendant que des équipes en combinaison de protection nettoyaient la contamination chimique de notre jardin. Notre propriétaire nous a laissé rompre le bail sans pénalité et nous avons déménagé en 2 semaines. Je suis passé devant 6 mois plus tard et les 2 maisons étaient vides, avec des avis de condamnation sur les portes. Parfois, je rêve encore du visage de ce jeune gars pressé contre notre porte vitrée. Ses yeux vides qui me fixaient. Et je me réveille en vérifiant toutes mes serrures 2 fois avant de pouvoir me rendormir. C'était un jeudi après-midi de fin août quand tout a dérapé. J'avais 16 ans,
Je commençais ma 3e année au lycée Lincoln à Raleigh, et ma mère était partie pour une conférence de 3 jours sur les soins infirmiers à Charlotte. Elle m'avait embrassé en partant ce matin-là, énumérant la liste habituelle de rappels. Verrouiller les portes, ne pas faire de fête, et l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je me souviens d'avoir roulé des yeux et de lui avoir dit que ça irait, que je n'étais plus un enfant. La maison semblait différente sans elle, plus grande d'une certaine manière, comme si tous les coins familiers s'étaient étirés et étaient devenus étranges. J'avais passé la matinée à jouer aux jeux vidéo et à manger des céréales directement dans la boîte, profitant de la liberté d'avoir l'endroit pour moi tout seul. Notre quartier dans le nord de Raleigh était l'un de ces lotissements tranquilles où il ne se passait jamais rien. Juste des rangées de maisons à 2 étages avec des pelouses bien entretenues et un chien qui aboyait de temps en temps. Vers 14 heures, j'ai entendu un coup à la porte. À travers le Judas, j'ai vu M. Garrison, qui habitait 3 maisons plus loin. C'était un homme dans la quarantaine que ma mère décrivait toujours comme un voisin si serviable. Rasé de près, toujours vêtu de polo et de kaki. Le genre de gars qui vous aiderait à porter vos courses ou à démarrer votre voiture sans qu'on le lui demande. Il avait ce sourire facile et saluait toujours quand il joguait devant notre maison le matin. Ma mère l'avait mentionné des dizaines de fois. Comment il avait réparé notre boîte aux lettres après que des enfants l'avaient renversée. Comment il nous avait apporté des cookies quand nous avions emménagé 5 ans plus tôt. Il se tenait là sur notre porche, changeant de pied, et quand j'ai ouvert la porte, j'ai remarqué qu'il transpirait plus que d'habitude pour une journée si douce. Son polo avait des auréoles sombres sous les bras, et il s'essuyait le front avec le dos de la main. « Eh mon pote !» a-t-il dit, et sa voix avait une étrange urgence que je n'avais jamais entendue auparavant. « Je suis vraiment désolé de te déranger, mais mon téléphone est mort et je me suis enfermé dehors. Ma femme ne rentrera pas avant quelques heures, et j'ai vraiment besoin de passer un appel important pour un entretien d'embauche. Est-ce que je pourrais utiliser ton téléphone rapidement ? Je ne serai qu'une minute, je te le promets. » Il a levé son téléphone portable, me montrant l'écran noir, et m'a offert ce sourire amical familier, bien que cette fois-ci, il n'atteignait pas ses yeux. J'ai hésité pendant peut-être 2 secondes. La voix de ma mère dans ma tête me mettant en garde contre le fait de laisser entrer des gens quand j'étais seul. Mais c'était M. Garrison, le gars qui avait aidé ma mère à changer un pneu crevé l'hiver dernier, qui demandait toujours comment se passait l'école quand il me voyait. De plus, il avait l'air vraiment stressé, et j'ai pensé qu'un rapide coup de fil ne pouvait pas faire de mal. Je me suis écarté et l'ai laissé entrer, lui indiquant la cuisine où nous gardions notre téléphone fixe. Il m'a suivi à travers le salon, et j'ai remarqué qu'il marchait différemment que d'habitude, faisant ses pas rapides et mesurés comme s'il essayait de ne pas faire de bruit. Ses yeux balayaient notre maison, observant les photos de famille sur la cheminée, la pile de courrier sur la table basse, jetant même un coup d'œil vers l'escalier menant aux chambres. « Bel endroit », a-t-il marmonné, bien qu'il soit déjà venu à l'intérieur quand il avait aidé ma mère à déplacer notre vieux réfrigérateur dans le garage. Dans la cuisine, il a pris le téléphone, mais n'a pas composé immédiatement. Au lieu de cela, il est resté là, tenant le combiné, fixant les numéros comme s'il avait oublié qui il était censé appeler. Après ce qui m'a semblé une éternité, mais qui était probablement seulement 10 secondes, il a commencé à composer. J'ai entendu les touches biper, mais quelque chose dans le rythme semblait incorrect. Trop de chiffres, ou peut-être pas assez. Je ne pouvais pas en être sûr parce que j'essayais de ne pas avoir l'air de l'observer trop attentivement. La conversation qu'il a eue était bizarre. Il parlait d'une voix basse et étouffée, disant des choses comme « Ouais, je sais, je ne peux pas faire ça maintenant. Donne-moi plus de temps. » Aucune mention d'un entretien d'embauche, aucun ton professionnel, rien qui corresponde à ce qu'il m'avait dit à la porte. Sa main libre agrippait le bord de notre comptoir de cuisine si fort que ses jointures sont devenues blanches, et j'ai vu une étrange marque sur son poignet, comme une ligne rouge, là où quelque chose avait été enroulé serré autour de lui récemment. Quand il a raccroché après peut-être 90 secondes, il s'est tourné vers moi avec une expression de casualité forcée et a dit « Merci, mon pote. Ça te dérange si j'utilise tes toilettes avant de partir ?» Avant que je puisse répondre, il se dirigeait déjà vers notre salle de bain du rez-de-chaussée. Mais ensuite, il s'est arrêté, a changé de direction et s'est dirigé vers la buanderie à la place. « En fait, où est ta porte de derrière ? Je vais juste traverser ta cour si ça ne te dérange pas. » La buanderie menait effectivement à notre porte de derrière, mais la façon dont il l'a dit a fait dresser tous les poils de mes bras. C'est alors que nous l'avons entendu. 3 coups secs à la porte d'entrée. Pas un coup de voisin normal, mais autoritaire, exigeant. Le corps entier de M. Garrison s'est raidi, et le sang a quitté son visage comme si on avait tiré la prise. Sans un mot, il a pratiquement plongé dans notre buanderie et a tiré la porte derrière lui. À travers les panneaux de verre dépolis de notre porte d'entrée, j'ai pu voir 2 silhouettes. Et quand j'ai regardé par le Judas, mon cœur a commencé à battre contre mes côtes. 2 policiers se tenaient là, les mains posées sur leur ceinture de service,
leurs expressions sérieuses et alertes. Département de police. Nous devons parler à quiconque est à l'intérieur. Ma bouche est devenue complètement sèche. Monsieur Garrison se cachait dans notre buanderie et des flics étaient à notre porte. Et soudain, tous ces détails étranges, la transpiration, l'appel téléphonique bizarre, cette marque sur son poignet, se sont assemblés dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle que je ne voulais pas compléter. Je suis resté là pendant ce qui a dû être 5 secondes, mais qui m'a semblé 5 minutes. Ma main planait près de la poignée de porte. À travers la fine porte de la buanderie, j'ai pu entendre Monsieur Garrison respirer, ses respirations courtes et rapides comme s'il venait de courir un marathon. Les policiers ont frappé une 3e fois, plus fort maintenant. Et la femme a crié à nouveau. Nous savons que quelqu'un est à la maison. Nous avons vu du mouvement à travers la fenêtre. Mes jambes semblaient faites d'eau, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à ouvrir la porte, en gardant la chaîne. Oui. Ma voix est sortie plus aiguë que la normale, se brisant sur ce seul mot comme si j'avais 13 ans à nouveau. L'agent masculin, un homme trapu avec une moustache grisonnante, a levé son badge. Mon garçon, nous cherchons un homme qui a été vu dans ce quartier il y a environ 15 minutes. Robert Garrison vit à quelques maisons d'ici. L'as-tu vu? La façon dont il a dit, ne demandant pas si Monsieur Garrison était ici, mais si je l'avais vu, m'a donné une petite fenêtre. Cette chance de peut-être ne pas être l'enfant qui abritait un fugitif dans sa buanderie. Qu'a-t-il fait? Ai-je demandé, temporisant, essayant de garder ma voix stable tandis que mon cerveau courait à travers les options. L'agente féminine a échangé un regard avec son partenaire avant de répondre. Il est recherché pour interrogatoire dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds. Son employeur a signalé plus de 200 000 $ manquants. Étagème. Garrison n'est pas venu à une réunion avec les enquêteurs ce matin. Sa voiture a été retrouvée abandonnée dans une aire de repos sur LI 40. Elle a sorti son téléphone, me montrant une photo qui était définitivement Monsieur Garrison. Bien que sur la photo, il portait un costume et une cravate, ressemblant à n'importe quel autre père de banlieue. Il n'est pas dangereux, mais nous devons le trouver. Sa femme a dit qu'il avait quitté leur maison en agissant de manière erratique il y a environ 1 heure. Pas dangereux. Les mots auraient dû être rassurants, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'est qu'il se cachait dans ma maison, haletant derrière une porte à seulement 4,5 mètres de là. Et ces flics n'avaient aucune idée de la proximité à laquelle ils étaient de l'attraper. Mes paumes étaient moites de sueur, et j'ai dû les essuyer sur mon jean avant qu'ils ne le remarquent. Je ne l'ai pas vu, ai-je dit, le mensonge brûlant dans ma gorge comme de l'acide. Je suis resté à la maison toute la journée à jouer. Je n'ai même pas beaucoup regardé dehors. L'agent masculin s'est penché légèrement en avant, et j'ai senti une bouffée de café et de cigarette dans son haleine. Ça te dérange si nous entrons et jetons un rapide coup d'œil, juste pour être minutieux? C'était le moment où tout allait se défaire. Je pouvais sentir Monsieur Garrison derrière cette porte de buanderie, probablement pressé contre elle, écoutant chaque mot. Ma mère n'est pas là, ai-je dit rapidement. Elle m'a dit de ne laisser entrer personne quand elle n'est pas là. Même les policiers. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Ma mère m'avait fait ce discours sur la prudence. Je suis presque sûr qu'elle ferait une exception pour de vrais flics avec des badges. L'agente a hoché la tête lentement, mais ses yeux balayaient ce qu'elle pouvait voir de notre maison à travers l'entrebâillement de la porte enchaînée. Une mère intelligente. Et si je te donnais un numéro où nous pourrions la joindre? Nous aimerions vérifier auprès de tous les voisins. J'ai récité le numéro de portable de ma mère, sachant qu'elle était probablement en pleine séance de conférence et ne répondrait pas. Les officiers l'ont noté, puis m'ont tendu une carte de visite. Si tu vois Monsieur Garrison, ne l'approche pas, appelle-nous immédiatement. D'accord? Et mon garçon? Les yeux de la femme se sont verrouillés sur les miens, et j'ai juré qu'elle pouvait voir à travers mon crâne tous les mensonges qui rebondissaient à l'intérieur. Tu es sûr que ça va? Tu as l'air nerveux. J'ai forcé un rire gêné qui ne ressemblait en rien à mon rire normal. Ouais, c'est juste que je n'ai jamais eu de flic à ma porte avant. C'est un peu intense. Elle m'a étudié pendant une autre seconde qui s'est étirée comme du caramel, puis a finalement reculé. Verrouille tes portes et reste à l'intérieur. Nous aurons des unités dans le quartier pendant les prochaines heures. Je les ai regardés retourner à leur voiture de patrouille, une berline blanche avec le logo de la police de la ville sur le côté. Ils sont restés là 1 minute, probablement en vérifiant les informations de ma mère, et je suis resté figé à la porte, sachant que Monsieur Garrison attendait, écoutait, planifiant probablement son prochain mouvement. La voiture de patrouille a finalement démarré, roulant lentement dans notre rue, et je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle tourne au coin. Le moment où ils sont partis, la porte de la buanderie a grincé, et Monsieur Garrison est apparu, ressemblant à une personne complètement différente. Son masque de voisin amical avait glissé entièrement,
remplacé par quelqu'un de désespéré et calculateur. Son polo était maintenant trempé, et ses mains tremblaient alors qu'il les passait dans ses cheveux en désordre. « Tu as bien fait, mon pote. Vraiment bien, a-t-il dit. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui faisait que cela ressemblait moins à de la gratitude et plus à une évaluation. Il s'est dirigé vers la fenêtre de la cuisine, regardant à travers les stores dans la rue. « J'ai besoin que tu fasses une dernière chose pour moi. J'ai besoin d'emprunter ton vélo dans le garage. Juste jusqu'à ce soir, je te le rendrai. Je te le promets. » La façon dont il l'a dit, je savais qu'il ne le rendrait jamais. Je savais aussi que je n'avais pas vraiment le choix. Ce n'était plus le voisin serviable qui avait réparé notre boîte aux lettres. C'était un homme acculé, et les animaux acculés font des choses imprévisibles. « Prends-le, ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Juste, s'il te plaît. Pars. » Il m'a étudié pendant un long moment, puis son expression s'est légèrement adoucie. « Je ne suis pas une mauvaise personne, tu sais. Parfois, les bonnes personnes commettent des erreurs terribles, et puis ces erreurs s'enchaînent jusqu'à ce que tu te retrouves dans la buanderie d'un adolescent, te cachant des flics. » Il est sorti par la porte de derrière, et je l'ai regardé depuis la fenêtre alors qu'il sortait mon vélo de montagne de notre garage, restant dans l'ombre entre les maisons. Avant de partir, il s'est retourné et m'a regardé à travers la porte vitrée, levant la main dans un petit geste triste qui le faisait paraître brisé, humain et coupable, tout à la fois. Puis il est parti, pédalant dans la ruelle derrière nos maisons, voûté sur le guidon comme s'il essayait de se faire plus petit. Je suis resté là, dans ma maison vide, l'adrénaline parcourant encore mes veines, et j'ai appelé ma mère. Quand elle a répondu à la 3e sonnerie, l'air confus et préoccupé, je lui ai tout raconté à propos de M. Garrison, de la police, du vélo, tout. Elle a quitté la conférence immédiatement et est rentrée en voiture, appelant la police en chemin. Ils ont trouvé M. Garrison ce soir-là dans un motel à 2 villes de là, toujours avec mon vélo. L'argent qu'il avait volé n'a jamais été entièrement récupéré, et sa famille a déménagé un mois plus tard. Je pense encore parfois cet après-midi à la rapidité avec laquelle une personne familière peut devenir un étranger, et à la façon dont un moment de désespoir peut défaire toute une vie. Les nouvelles personnes qui ont emménagé dans la maison des Garrison semblent assez gentilles, mais je n'ouvre plus jamais la porte quand je suis seul à la maison. La plupart des gens rêvent de quartiers tranquilles avec des visages amicaux et des barbecues le week-end, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans notre petite impasse au printemps dernier, ce qui a complètement brisé cette illusion pour moi et ma famille. J'ai 34 ans, je suis électricien et je vis dans la même maison en banlieue de l'Illinois depuis environ 6 ans avec ma femme et nos 2 enfants, âgés de 7 et 9 ans. Nous avions déménagé là spécifiquement parce que cela semblait être l'endroit parfait pour élever des enfants. Juste 8 maisons disposées en un cercle paisible, des chênes matures bordant la rue, et des voisins qui saluaient réellement quand ils vous voyaient. L'impasse avait ce rythme non dit. Vous savez, les tondeuses à gazon le samedi matin, les enfants jouant au hockey dans la rue jusqu'à ce que les réverbères s'allument, et les rassemblements improvisés quand quelqu'un allumait son grill. C'était exactement ce que nous voulions quand nous avons quitté notre appartement exigu en ville. Tout a changé quand Harold Garrison a emménagé dans la maison jaune au bout du cercle, environ 3 mois avant ce terrible jour de mai. Il devait avoir la fin de la cinquantaine. Il portait toujours ses polos délavés rentrés dans des shorts kaki remontés beaucoup trop haut, et avait cette façon particulière de marcher, s'arrêtant toutes les quelques secondes comme s'il comptait quelque chose dans sa tête. Au début, nous avons tous essayé d'être accueillants. Ma femme Janet a même apporté un plat cuisiné la première semaine, bien qu'il n'ait à peine entrouvert la porte assez pour le prendre. Il n'a jamais rendu le plat, d'ailleurs. En l'espace de 2 semaines après son emménagement, Harold avait installé 4 caméras de sécurité sur sa propriété, ce qui semblait excessif, mais pas complètement déraisonnable étant donné à quel point certaines personnes sont paranoïaques de nos jours. Mais ensuite, nous avons commencé à le remarquer debout dans son allée avec une vieille caméra, le genre des années 2000 avec l'écran qui se déplie, enregistrant ouvertement nos maisons pendant 20-30 minutes à la fois. Le premier mot est apparu un lundi matin, glissé sous l'essuie-glace du camion de mon voisin Bill. Bill vivait à 2 maisons de moi. Un gars sympa qui travaillait dans la construction et avait cette habitude de taper son alliance contre les surfaces quand il réfléchissait. Il a apporté le mot pour me le montrer pendant que je chargeais mon fourgon de travail. Et je n'oublierai jamais comment sa voix habituellement stable s'est un peu brisée quand il a lu à haute voix. Le mot était écrit d'une écriture serrée et en colère, avec un stylo à billes noires qui avait été pressé si fort qu'il avait déchiré le papier par endroits. Il disait que le camion de Bill était trop bruyant quand il le démarrait à 5h30, que le moteur diesel détruisait la paix et la sainteté du quartier, et que des mesures appropriées seraient prises si cela continuait. La partie étrange était tous les détails inutiles qu'Harold avait inclus. Les heures exactes où Bill avait démarré son camion au cours des 2 dernières semaines. La durée pendant laquelle il avait tourné au ralenti,
même le numéro de plaque d'immatriculation écrit 3 fois en bas comme une sorte de chant obsessionnel. Après ce premier mot, ils ont commencé à apparaître partout. Et je veux dire partout. Stacy, de l'autre côté du cercle, en a trouvé un scotché sur sa boîte aux lettres, se plaignant de ces carillons éoliens créant une pollution sonore et exigeant leur retrait immédiat. Les Johnson ont reçu un mot glissé dans leur boîte aux lettres à propos de leur bac de recyclage placé selon un angle géométriquement offensant par rapport au trottoir. Même le vieux monsieur Petrov, qui vivait là plus longtemps que quiconque et s'occupait de son potager, a reçu un manifeste de 2 pages sur ses plants de tomates attirant des oiseaux nuisibles qui déféquaient sur des propriétés privées. Chaque mot devenait progressivement plus hostile, avec des mots soulignés et des points d'exclamation éparpillés partout comme de petits soldats en colère. Harold avait commencé à ajouter ces diagrammes bizarres aussi. Des croquis de nos maisons avec des mesures et des angles. Des photos qu'il avait imprimées à partir de ses enregistrements, avec des cercles rouges autour de prétendues violations, et une fois, de manière troublante, un dessin au crayon de ce qui ressemblait à une personne allongée sur le sol avec des X à la place des yeux. Nous avons essayé de gérer cela comme des adultes raisonnables au début. Vraiment. Bill et moi sommes allés chez Harold un samedi après-midi, apportant un pack de 6 bières comme offrande de paix, espérant que nous pourrions discuter, homme à homme. Harold a répondu à la porte portant des gants en caoutchouc et un masque chirurgical, ce qui aurait dû être notre premier avertissement que cette conversation ne se passerait pas bien. Son salon, ce que nous pouvions voir à travers la porte à peine entrouverte, était tapissé du sol au plafond de classeurs, chacun étiqueté avec nos adresses et du ruban adhésif pour étiquette. Il ne nous a pas invités à entrer, il est simplement resté là à respirer lourdement à travers son masque pendant que nous essayions de lui expliquer que ces mots mettaient les gens mal à l'aise. C'est alors qu'il a sorti un petit carnet à spirale de sa poche de chemise et a commencé à lire les violations qu'il avait observées ce matin même. L'angle des rayures de ma tondeuse à gazon, le nombre de fois où le chien de Bill avait aboyé, 17 apparemment, et l'odeur suspicieusement ethnique provenant de la fenêtre de la cuisine des Petrov. Quand nous avons essayé de raisonner avec lui, son visage a pris une teinte alarmante de violet, et il a commencé à pointer son doigt vers nous, disant que nous complotions tous pour le chasser parce qu'il était le seul à se soucier de maintenir des normes. La situation a explosé ce mercredi de mai, un jour si humide que l'on pouvait pratiquement nager dans l'air. J'étais rentré tôt d'un travail qui avait été reporté, assis sur mon porche en essayant de trouver comment aborder la situation avec Harold, quand j'ai entendu des cris provenant du jardin des Johnson. Leurs enfants, des jumeaux d'environ 10 ans, jouaient avec des pistolets à eau, étant simplement des enfants normaux par une journée chaude, courant et riant comme les enfants devraient le faire. Mais Harold avait apparemment décidé que de l'eau avait éclaboussé sur son allée, ce qui, à ses yeux, équivalait à des dommages matériels. Quand je suis arrivé dans leur jardin, Harold était déjà là, se tenant trop près de ses garçons, sa caméra dans une main et un tuyau d'arrosage dans l'autre. Son visage était tordu dans une expression que je n'avais jamais vue sur un autre être humain auparavant. Une rage purement irrationnelle mélangée à autre chose, quelque chose qui a fait hurler chaque instinct parental en moi. Danger. Il filmait les enfants tout en les arrosant avec le tuyau, hurlant des leçons sur le respect des limites et comment leurs parents avaient échoué à inculquer la décence humaine de base. Ce qui s'est passé ensuite se joue encore dans mon esprit comme une scène de film dément. Madame Johnson est sortie en trompe de sa maison, toujours vêtue de ses vêtements de travail de la banque, ses cheveux habituellement parfaits se défaisant de leur chignon alors qu'elle courait. Elle s'est placée entre Harold et ses garçons. Et c'est alors qu'Harold a fait quelque chose qui a choqué tout le monde qui s'était rassemblé pour regarder. Il a tourné le tuyau sur elle à plein régime tout en gardant la caméra stable dans son autre main. Mais c'est ce qu'il a dit qui a vraiment fait halter tout le monde. D'une voix étrangement calme, complètement différente de ses cris de moments auparavant. Il a regardé directement ses enfants terrorisés et a dit « Votre mère ne peut pas vous protéger éternellement. Les limites existent même quand les parents ne regardent pas. Je connais vos horaires. Je sais quand vous attendez le bus seul. » La façon dont il a accentué « seul » tout en continuant à filmer, l'eau coulant toujours du tuyau qu'il avait laissé tomber sur le côté. C'était comme regarder le dernier fil de la raison de quelqu'un se briser en temps réel. Bill est arrivé avant moi, a attrapé le poignet d'Harold et l'a tordu jusqu'à ce qu'il lâche la caméra, qui a heurté l'allée en béton avec un craquement satisfaisant. D'autres voisins ont commencé à sortir de leur maison. Stacy toujours en tenue de yoga. Monsieur Petrov avec des gants de jardinage couverts de terre, même le habituellement absent Martin qui travaillait de nuit. Nous avons formé un cercle protecteur autour de la famille Johnson tandis qu'Harold se tenait là, son polo trempé de sueur, alternant entre des menaces légales et des murmures sur la documentation et les preuves. Ses yeux avaient cette qualité vitreuse et non focalisée, comme s'il voyait quelque chose de complètement différent de ce qui se passait réellement. Il continuait à tendre la main vers sa poche où, apparemment, il avait une autre caméra plus petite, l'un de ses stylos espions. Et quand Bill a attrapé cela aussi, Harold a complètement perdu le contrôle.
Il est tombé à genoux sur la pelouse des Johnson et a commencé à arracher des touffes d'herbe avec ses mains nues, les lançant sur nous tout en hurlant que nous étions tous des criminels, qu'il avait des dossiers sur tout le monde, qu'il savait des choses sur nous que nous ne savions même pas sur nous-mêmes. La police est arrivée en 10 minutes, bien que cela ait semblé des heures à rester là, à regarder Harold se décomposer. 2 officiers, un jeune gars qui semblait tout juste sorti de l'académie, et une femme plus âgée avec des galons de sergent qui avait clairement tout vu. Harold a immédiatement essayé de leur présenter ses preuves, sortant un épais dossier manille de l'intérieur de sa chemise qui était trempé de sueur et d'eau du tuyau, des pages éparpillées partout. Des photos de nos maisons avec des horodatage, des transcriptions de conversations qu'il avait somo enregistrées, même une carte dessinée à la main de l'impasse avec les routines quotidiennes de chacun tracées en encre de différentes couleurs. L'expression du sergent est passée d'ennuyée à préoccupée quand elle a vu le niveau de détail dans sa surveillance, surtout les pages dédiées au suivi des moments où les enfants du quartier étaient seuls à la maison. Elle a échangé un regard avec son partenaire que j'ai reconnu. Le même regard que j'avais partagé avec Janet quand nous avions réalisé que notre voisin n'était pas seulement ennuyeux. Il était réellement dangereux. Ils ont emmené Harold ce jour-là, mais pas avant qu'il ne crie une dernière chose qui me donne encore des frissons quand j'y pense. Alors qu'il le mettait dans la voiture de patrouille, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix chantante comme s'il récitait une comptine. L'électricien part à 7h23, rentre à 17h47, la femme seule de 8h15 à 16h30. Les enfants attendent le bus à 7h45. Aucune supervision adulte pendant exactement 6 minutes. La précision de cela, la façon dont il nous avait observés si attentivement, cataloguant nos vies comme si nous étions des spécimens dans une expérience tordue, a fait sentir ma peau trop serrée pour mon corps. Le jeune policier a effectivement arrêté d'écrire pendant une seconde et a simplement fixé Harold, se demandant probablement la même chose que nous tous. Depuis combien de temps nous surveillait-il? Et plus important encore, qu'avait-il l'intention de faire avec toutes ces informations? Nous avons appris plus tard du sergent, qui est passé quelques jours après pour faire un suivi, que la maison d'Harold avait été comme entrée dans l'esprit de quelqu'un complètement obsédé par le contrôle et la surveillance. Chaque pièce avait plusieurs moniteurs montrant des flux de caméras que nous n'avions même pas connus. De petites caméras cachées dans de fausses pierres le long de sa ligne de propriété. Une dans une maison pour oiseaux qui faisait face à la rue. Une autre déguisée en sonnette qui pouvait apparemment voir presque toute l'impasse. Il avait des classeurs pour chaque maison avec des sous-sections pour chaque membre de la famille contenant tout, des plaques d'immatriculation au nom et date de naissance de nos enfants, qu'il avait somo découvert. La découverte la plus troublante était ce qu'ils ont trouvé dans son sous-sol. Une maquette de notre impasse entière faite de cartons et de bâtonnets de glace avec de petites figurines nous représentant chacun qu'ils pouvaient déplacer pour suivre nos mouvements. Certaines des figurines avaient des X rouges peints dessus, y compris celles représentant les jumeaux Johnson. La police n'a pas voulu nous dire exactement ce que ces carnets disaient à propos de ce que ces X signifiaient, mais la façon dont la mâchoire du sergent s'est serrée quand nous avons demandé nous a tout dit. Harold a été inculpé pour harcèlement, menaces contre des mineurs, et une série d'autres chefs d'accusation que le procureur a dit qui le tiendrait éloigné pendant au moins quelques années. Peut-être plus si l'évaluation psychiatrique se passait comme il espérait. Mais même maintenant, des mois plus tard, aucun de nous ne se sent tout à fait pareil à propos de notre petite impasse. Nous avons tous installé de meilleures serrures, des systèmes de sécurité, et oui, des caméras à nous. L'ironie ne m'échappe pas. La famille Johnson a déménagé en septembre. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas regarder leur jardin sans voir Harold debout là avec ce tuyau et cette caméra. Le reste d'entre nous est resté, mais il y a cette tension non dite maintenant, comme si nous attendions tous que quelque chose de mauvais se reproduise. Parfois, je me surprends à vérifier mon rétroviseur plus que nécessaire quand je pars pour le travail, me demandant si quelqu'un note qu'il est 7h24 et non 7h23. La maison jaune au bout du cercle est vide maintenant, avec un panneau « À vendre » qui est là depuis si longtemps qu'il commence à s'estomper. Personne n'est même venu le voir. Je suppose que le mot se répand à propos de maisons comme celle-là. Des endroits où quelque chose a mal tourné d'une manière qui laisse une tache que vous ne pouvez pas tout à fait voir, mais que tout le monde peut sentir. Février 2022 a marqué le début de la descente aux enfers pour ma famille. J'avais 36 ans, je travaillais à distance comme analyste de données, et nous venions de finir de rembourser la dernière de nos dettes de carte de crédit des factures médicales de ma femme Laura de l'année précédente. Notre fille Olivia venait d'avoir 8 ans, et notre fils Ethan, 11 ans, était obsédé par la construction de villes élaborées en Lego dans notre sous-sol. Nous vivions dans cette coloniale de 2 étages confortables dans un quartier tranquille de Madison, dans le Wisconsin. Le genre d'endroit où les gens s'empruntaient encore du sucre et où les enfants faisaient du vélo jusqu'à ce que les réverbères s'allument. La maison n'était pas quelque chose de luxueux, mais elle avait ce grand jardin qui donnait sur un petit ruisseau, et nous avions passé 5 ans à en faire notre foyer. Le potager de Laura le long du côté, mon atelier dans le garage,
la cabane dans l'arbre que j'avais construite avec Ethan l'été précédent. Nous pensions avoir trouvé notre maison pour toujours, l'endroit où nos enfants grandiraient et amèneraient leurs propres enfants en visite un jour. La première fois que Richard Brenet a frappé à notre porte, c'était un samedi matin et j'étais encore en pyjama, essayant de réparer la cafetière qui avait décidé de fuir sur le comptoir. Il se tenait là dans ses kakis repassés et son polo, tenant un dossier comme s'il allait faire une présentation commerciale, ce qu'il a fait, en quelque sorte. Richard vivait 3 maisons plus loin dans ce LMC Mansion massif qu'il avait fait construire sur mesure 2 ans plus tôt, complet avec un garage pour 4 voitures et l'une de ses allées circulaires avec une fontaine au milieu. Il s'est présenté même si nous nous étions salués de nombreuses fois, puis s'est lancé dans un discours sur la façon dont il voulait acheter notre propriété pour agrandir son domaine, parlant de valeurs marchandes et d'opportunités d'investissement pendant que je me tenais là avec des grains de café sous les ongles. Il avait clairement fait ses recherches, savait exactement ce que nous avions payé pour la maison, ce que valaient les propriétés similaires, et a même mentionné le travail de Laura à l'école primaire. Quand j'ai poliment dit que nous n'étions pas intéressés par la vente, il a simplement souri et a dit qu'il en vaudrait la peine, puis a laissé sa carte de visite sur le dossier qu'il a insisté pour que je garde. Au cours des 3 semaines suivantes, Richard est revenu 4 fois de plus, toujours avec un nouvel angle. Une fois, il a apporté des évaluations comparatives de propriétés, montrant à quel point les valeurs du quartier avaient augmenté. Une autre fois, il est venu avec des photos du développement de luxe qu'il envisageait, complet avec des rendus architecturaux qui lui avaient clairement coûté des milliers de dollars à commander. La 3e visite, il a amené sa femme, Cheryl, cette femme mince aux cheveux blonds platine qui ne cessait de toucher le bras de Laura et de dire des choses comme « Vous pourriez obtenir un si bel endroit plus près du centre-ville et penser à toutes les opportunités pour les enfants. » Mais c'est la 4e visite qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Il est venu seul tard un mercredi soir quand Laura était à son club de lecture et s'est tenu dans notre embrasure de porte en parlant de la façon dont une propriété pouvait être un fardeau, de la façon dont les coûts d'entretien pouvaient s'emballer, de la façon dont une seule tempête pouvait détruire tout ce pour quoi nous avions travaillé. Son ton n'a jamais changé de cette préoccupation de voisin. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il continuait à regarder par-dessus mon épaule dans notre maison, cataloguant nos affaires comme s'il décidait déjà quoi faire de l'espace. Après ce mercredi soir, je lui ai dit fermement que nous ne vendrions jamais, que c'était notre maison, et de s'il vous plaît arrêter de passer. Richard s'est simplement tenu là sur notre porche pendant un moment, tapotant son doigt contre sa cuisse dans un motif rythmique. Tap 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 tap, avant de me faire ce drôle de hochement de tête. Je comprends parfaitement, a-t-il dit, mais ses yeux étaient fixés quelque part au-delà de mon épaule, comme s'il regardait quelque chose que lui seul pouvait voir. Parfois, les gens ont besoin de temps pour reconnaître une opportunité. Je suis un homme patient. La façon dont il a dit « patient » a serré ma poitrine, mais j'ai pensé qu'il avait enfin compris le message. Laura et moi en avons même ri le lendemain matin, faisant des imitations de la voix de fausse sympathie de Cheryl pendant que nous préparions le petit déjeuner. Nous avons pensé que c'était la fin. Juste un autre gars riche excentrique qui n'était pas habitué à entendre « non ». Le lundi matin a tout changé. Je suis sorti pour conduire Olivia à l'école parce qu'elle avait raté le bus en se disputant avec Ethan pour savoir à qui c'était le tour de nourrir le poisson rouge, et j'ai trouvé les 4 pneus de notre Subaru complètement à plat. Pas seulement à court d'air, mais lacérés avec de longues coupures délibérées qui avaient laissé des rubans de caoutchouc pendouillés des flancs. Les coupures étaient trop nettes pour être du vandalisme aléatoire. Chacune était placée avec précision pour rendre le pneu irréparable. Pendant que je me tenais là à regarder les dégâts, essayant de comprendre ce que je voyais, la vieille Madame Hooper de la maison d'à côté s'est traînée en robe de chambre et a mentionné avoir entendu du bruit vers 3 heures du matin, mais n'avait pas voulu être indiscrète. Ça ressemblait à quelqu'un qui était là depuis un bon moment, a-t-elle dit en ajustant ses épaisses lunettes. Très méthodique, pas comme ces adolescents qui ont renversé mes poubelles le dernier Halloween. J'ai appelé la police, bien sûr, mais sans caméra ni témoin qui avaient réellement vu quelque chose, ils ont simplement rempli un rapport et suggéré que nous pourrions vouloir installer des lumières de sécurité. La boîte aux lettres a été la suivante, 2 jours plus tard. Ethan l'a découverte quand il est allé chercher le courrier après l'école. Toute la boîte était enfoncée comme si quelqu'un l'avait frappée à plusieurs reprises avec une batte de baseball. Le métal était si déformé que la porte ne fermait même plus, et notre courrier était éparpillé sur la pelouse, certains enveloppes déchirées. Mais voici ce qui m'a vraiment frappé. Celui qui l'a fait avait été sélectif. Ils avaient détruit le courrier indésirable et les publicités, mais avaient soigneusement replacé nos lettres personnelles et l'invitation à la fête d'anniversaire d'Olivia de son amie sur les marches du porche. Ils les avaient alourdis avec une pierre pour qu'elle ne s'envole pas. Laura voulait croire que c'était aléatoire. Peut-être des enfants destructeurs, mais je savais mieux. La précision de cela, le message dans ce qui était détruit versus ce qui était préservé. Quelqu'un voulait que nous sachions qu'il pouvait accéder à nos affaires personnelles quand il le voulait. Le samedi a apporté la pire escalade à ce jour.
Nous étions allés au match de soccer d'Ethan ce matin-là. Il jouait milieu de terrain pour les Wildcats et s'était entraîné au tir au but toute la semaine. Quand nous sommes rentrés vers midi, la porte d'entrée était grande ouverte, oscillant légèrement dans la brise. Rien n'avait été volé. Rien n'avait même été dérangé à première vue. Mais quelqu'un était entré dans notre maison. Ils avaient déplacé des choses juste assez pour que nous sachions qu'ils étaient passés. Les photos de famille retournées. Les chaises de cuisine tirées à des angles précis. Chaque porte de placard dans la cuisine ouverte exactement à moitié. À l'étage, ils avaient disposé une tenue sur chacun de nos lits. Mes vêtements de travail, la robe d'enseignante de Laura, l'uniforme de soccer d'Ethan et le pyjama unicorne préféré d'Olivia. Chaque tenue était disposée comme si la personne était allongée, les bras et les jambes positionnés naturellement. Mais là où les têtes auraient dû être, ils avaient placé une seule feuille de papier avec les photos originales de notre maison de quand nous l'avions achetée. Le message était cristallin. Ils connaissaient nos routines, nos préférences, nos vies, et ils voulaient que nous partions. Laura a appelé le 911 pendant que je vérifiais chaque pièce, chaque placard, le sous-sol, le grenier. Mon cœur cognait contre mes côtes tout le temps. La police l'a pris plus au sérieux cette fois. L'effraction était un crime, après tout. Ils ont relevé des empreintes digitales, pris des photos, demandé si nous avions des ennemis ou quelqu'un qui pourrait vouloir nous nuire. J'ai mentionné les offres persistantes de Richard pour acheter notre maison. À quel point il avait été de plus en plus agressif à ce sujet, mais l'agent l'a simplement noté sans grande réaction. Un voisin riche veut acheter une propriété. Cela ne criait pas vraiment cause probable, surtout que Richard avait été au club de campagne toute la matinée avec 40 témoins. Comme nous l'avons appris plus tard, le détective a suggéré que nous restions avec de la famille pendant quelques jours pendant qu'ils enquêtaient, mais Laura a refusé d'être chassée de notre maison. Cette nuit-là, elle s'est assise dans notre chambre avec une batte de baseball à côté du lit pendant que j'installais de nouveaux verrous et des serrures de fenêtres. Nous sursautions tous les deux à chaque craquement et bruit de tassement que faisait la maison. Le lendemain matin, dimanche, j'ai décidé de confronter Richard directement. Je suis allé chez lui vers 9 h, passant devant le paysage élaboré avec ses parfaitement taillés qui coûtaient probablement plus à entretenir que notre paiement hypothécaire. Sa sonnette a joué un morceau classique que je n'ai pas reconnu, et Cheryl a répondu vêtue de blanc de tennis même si leur cours était couvert de neige. Elle a essayé de me dire que Richard n'était pas là, mais je pouvais le voir à travers leurs fenêtres du sol au plafond, assis dans ce qui ressemblait à une bibliothèque ou un bureau. Quand il est finalement venu à la porte, il a agi comme s'il était sincèrement confus face à mes accusations. Son visage était un masque parfait de préoccupation et de surprise. « Ce sont des allégations sérieuses », a-t-il dit, m'invitant à entrer pour un café comme si nous discutions de l'entretien de la pelouse. Son bureau était rempli de photos aériennes du quartier, de relevés, de lignes de propriété marquées à l'encre rouge. Et au centre de son bureau se trouvait une maquette de ce à quoi notre pâté de maison pourrait ressembler. Avec notre maison étrangement absente, remplacée par un jardin prolongé et une maison de piscine. Planification de vision, l'a-t-il appelé quand il m'a vu regarder. Je suis un fervent croyant en la matérialisation de l'avenir que vous voulez voir. Quand je lui ai dit que je savais qu'il était derrière le harcèlement, qu'il devait arrêter immédiatement ou j'obtiendrais une ordonnance restrictive, Richard a fait quelque chose qui m'a glacé plus que toute menace aurait pu le faire. Il a sorti un journal en cuir et a commencé à lire des dates et des heures. Chaque fois que notre chien avait aboyé pendant plus de 5 minutes. Chaque fois que le ballon de basket d'Ethan avait rebondi dans son jardin. Chaque fois que nous avions sorti nos poubelles trop tôt ou les avions laissées au bord du trottoir trop longtemps. Il avait 2 ans de ce qu'il appelait des perturbations de voisinage, méticuleusement documentées, complètes avec des photos et des vidéos stockées sur sa tablette. « Je crois en être minutieux », a-t-il dit en fermant le journal avec un claquement doux. Vous seriez surpris de voir à quel point la documentation peut être utile lorsqu'on traite avec des voisins difficiles. Les litiges de propriété peuvent devenir si laids, surtout quand l'application du code s'en mêle. Saviez-vous que votre abri est en fait à 45 cm au-delà de la limite de recul requise? Et cette cabane dans l'arbre? Je ne me souviens pas avoir vu de permis pour cette construction. Son sourire n'a jamais vacillé alors qu'il me raccompagnait à la porte, me tapotant l'épaule comme si nous étions de vieux amis. J'espère vraiment que votre famille commencera à se sentir plus en sécurité bientôt. Déménager peut être une expérience si stressante, mais parfois c'est la meilleure solution pour tout le monde. Cet après-midi-là, j'ai installé des caméras de sécurité autour de notre propriété, le genre coûteux qui sauvegardait dans le cloud et envoyait des alertes sur votre téléphone. Laura et moi avons passé des heures à rechercher les exigences pour une ordonnance restrictive. Mais tout ce que nous avons lu disait que nous avions besoin de preuves concrètes de menaces ou de harcèlement directement liés à Richard. La documentation de nos violations de code n'était pas illégale, et son envie d'acheter notre maison n'était pas un crime.
Nous nous sentions piégés dans cette bizarre guerre psychologique où chaque mouvement avait été calculé pour nous laisser sans recours. Vers 18h ce soir-là, alors que Laura aidait Olivia à faire ses devoirs et qu'Ethan était dans sa chambre, j'ai remarqué un mouvement dans notre jardin à travers la nouvelle application de la caméra. Quelqu'un en vêtements sombres se tenait au bord de notre ligne de propriété, juste hors de portée de nos lumières de détection, tenant ce qui ressemblait à un mât d'arpenteur. Ils sont restés là pendant exactement 1 heure, ne bougeant que pour noter occasionnellement quelque chose dans un carnet, puis sont partis en traversant le lit de ruisseau. Quand j'ai vérifié les images plus tard, en zoomant autant que la résolution le permettait, j'ai pu voir que c'était un trépied d'arpenteur professionnel et que la personne portait un gilet officiel. Mais les arpenteurs ne travaillent pas le dimanche soir. Et quand j'ai appelé le bureau du comté le lendemain matin, ils n'avaient aucun enregistrement de travaux d'arpentage approuvés dans notre rue. Le point de rupture est survenu ce lundi soir. Je venais de coucher les enfants après un dîner où personne n'avait vraiment mangé beaucoup, chacun poussant la nourriture dans son assiette et sursautant chaque fois qu'une voiture passait. Laura était sous la douche quand nos nouvelles caméras ont commencé à envoyer alerte après alerte sur mon téléphone. Quelqu'un marchait autour de notre maison, déclenchant méthodiquement chaque caméra en séquence, mais quand j'ai regardé les flux en direct, je n'ai vu personne. Ils avaient trouvé les angles morts, les angles exacts où ils pouvaient se déplacer sans être pleinement visibles, ne captant juste assez de mouvement pour déclencher les alertes. Puis l'électricité s'est coupée. Pas seulement dans notre maison, mais dans tout le pâté de maison. Comme je pouvais le voir depuis la fenêtre, à l'exception de la maison de Richard. Sa place était illuminée comme un décor de Noël. Chaque fenêtre brillait, et j'aurais juré voir plusieurs silhouettes bouger à l'intérieur, bien plus que lui et Cheryl. L'électricité est revenue après exactement 15 minutes. Et quand elle est revenue, nous avons trouvé une enveloppe manie glissée dans notre porte d'entrée qui n'y était pas avant. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque pour le triple de la valeur de notre maison et un contrat déjà rempli avec nos noms n'attendant que les signatures. En bas, de l'écriture soignée de Richard, offre finale, décision nécessaire avant vendredi, RB. C'est alors que Laura a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a pris le chèque et le contrat, est allée dans la cuisine et a commencé à passer des appels, non pas à des avocats ou à la police, mais à son frère Paul, qui travaillait dans l'immobilier commercial, à son cousin, qui était détective privé, et, de manière surprenante, aux partenaires commerciaux de Richard. Il s'avère qu'elle avait passé son dimanche à faire ses propres recherches pendant que je le confrontais. La société de développement de Richard était dans les dernières étapes d'un accord majeur avec un fonds d'investissement coréen, quelque chose valant des centaines de millions, et tout scandale pouvait le détruire. Elle a également découvert qu'il avait fait cela 2 fois auparavant dans différents États. Même schéma, même escalade, des familles décidant mystérieusement de vendre après des mois d'incidents aléatoires. À minuit, elle avait compilé tout dans un dossier plus épais que celui que Richard avait apporté à notre porte en premier lieu. Le lendemain matin, au lieu d'aller travailler, elle a conduit jusqu'au siège de la société de Richard en centre-ville et a attendu dans le hall jusqu'à ce que ses partenaires commerciaux acceptent de la voir. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit lors de cette réunion, mais elle est rentrée avec un sourire différent, celui qu'elle avait quand elle avait réussi à négocier avec des parents difficiles à l'école. Le mercredi matin, 2 jours avant l'échéance de Richard, nous nous sommes réveillés pour trouver sa maison complètement sombre et un camion de déménagement dans son allée. Gérald dirigeait les déménageurs avec le genre d'efficacité qui suggérait que ce n'était pas leur première réinstallation soudaine. Richard lui-même se tenait dans son garage à les regarder charger des boîtes. Et quand il m'a vu prendre le journal, il ne m'a pas salué ni souri, ni même reconnu. Il s'est simplement retourné et est rentré à l'intérieur. Jeudi soir, ils étaient partis. La maison était vide avec un panneau « À vendre » d'une agence immobilière nationale. Madame Hooper m'a dit plus tard qu'elle avait entendu dire par son club de bridge que la société de Richard l'avait restructurée en retraite anticipée et qu'ils avaient déménagé quelque part en Floride ou peut-être au Texas. Les détails étaient flous. Nous n'avons jamais encaissé le chèque, bien sûr. Laura l'a encadré et l'a accroché dans notre couloir comme ce qu'elle appelle un « rappel que les brutes ne comprennent qu'une seule langue ». Les enfants ont recommencé à dormir dans leur propre lit après environ 1 mois. Et nous avons finalement enlevé les caméras de sécurité supplémentaires après 6 mois. Parfois, je me surprends encore à vérifier la rue quand des voitures inconnues passent lentement. Et Laura a installé l'une de ces sonnettes vidéo qui vous permet de voir qui est là avant de répondre. Mais nous sommes toujours là, dans notre maison avec le ruisseau à l'arrière et la cabane dans l'arbre possiblement illégal dans l'abri qui est apparemment à 45 cm trop près de quelque chose. Parce que c'est notre foyer, et personne, peu importe l'argent qu'ils ont ou à quel point leur campagne est méthodique, ne peut nous l'enlever. Je vivais autrefois dans un quartier tranquille en périphérie de la ville, le genre d'endroit où la plupart des gens se saluaient et où les jours se fondaient dans un rythme prévisible. À cette époque, je travaillais de longues heures dans un petit cabinet comptable,
et je partais souvent tôt le matin pour rentrer bien après le coucher du soleil. Ma vie était simple, me lever, conduire au travail, faire des courses, répéter. Je ne socialisais pas beaucoup avec mes voisins, mais je les connaissais de vue. L'un d'eux se distinguait cependant, un homme plus âgé nommé Monsieur Howard, qui vivait 2 maisons plus loin. Il était retraité et passait souvent du temps assis sur son porche avec un thermos à la main, observant toujours la rue comme si c'était sa chaîne de télévision personnelle. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Il était âgé, peut-être simplement ennuyé, et j'ai pensé que surveiller le quartier lui donnait quelque chose à faire. Mais progressivement, j'ai remarqué qu'il semblait toujours apparaître au moment exact où je partais pour le travail ou rentrais à la maison. Peu importait que je parte à l'aube, à midi ou tard dans la nuit. Il était là, soit sur le porche, soit en train de marcher nonchalamment sur le trottoir, comme s'il se trouvait juste là à ce moment précis. C'était assez étrange pour me mettre mal à l'aise, mais pas assez pour que je le confronte. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Pourtant, cette prise de conscience grandissait chaque semaine. Un soir, je suis rentré plus tard que d'habitude, peut-être vers minuit. L'air était calme dans le quartier, silencieux, mais en me garant dans mon allée, j'ai aperçu quelque chose de l'autre côté de la rue. Monsieur Howard se tenait dans son jardin, pas sur son porche, et sa posture n'était pas détendue comme d'habitude. Il était raide, droit, et faisait directement face à ma voiture. Mes phares ont éclairé son visage pendant une fraction de seconde, et au lieu d'être surpris ou de détourner le regard, il est simplement resté immobile, comme s'il attendait ce moment. Je me souviens être resté assis dans ma voiture un peu plus longtemps que d'habitude, hésitant entre faire semblant de ne pas l'avoir vu ou le reconnaître. Finalement, je suis entré sans un mot, verrouillant la porte derrière moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ce n'était pas seulement l'idée qu'il soit dehors. C'était la façon dont cela semblait calculé, comme s'il savait exactement à quelle minute je serais de retour. Le lendemain matin, en sortant pour le travail, j'ai surpris mon regard balayant la rue, m'attendant à le voir. Et en effet, il était là encore, adossé à la rambarde de son Porsche, sirotant son thermos. Ses yeux m'ont suivi alors que je montais dans ma voiture. Il m'a fait un petit signe de tête polie, mais il y avait quelque chose de troublant dans la précision de son timing. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de croire aux coïncidences. L'idée d'être surveillé m'a hanté pendant la semaine suivante. J'ai essayé de changer mes horaires, partant tôt, rentrant tard du travail, sortant même discrètement pour prendre un café en milieu d'après-midi. Mais peu importait l'heure à laquelle je mettais le nez dehors, il était là. Parfois sur le porche, d'autres fois debout près de sa boîte aux lettres, tripotant des enveloppes qui n'existaient pas. Une fois, je l'ai même surpris en train de tailler ça et avec une paire de cisailles émoussées dans le noir, sans lumière allumée, attendant simplement que j'allume ma voiture avant de rentrer nonchalamment à l'intérieur. Le schéma n'était plus seulement étrange. Il était délibéré. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il avait un moyen de savoir exactement quand j'allais partir. Un samedi, j'ai finalement décidé de tester ma théorie. J'ai éteint toutes les lumières de ma maison, garé ma voiture plus loin dans la rue plus tôt dans la journée, et me suis assis près de la fenêtre de mon salon à observer sa maison. Des heures ont passé. Rien d'inhabituel. Juste lui, assis sur son Porsche, comme toujours. Mais quand je suis sorti silencieusement et me suis dirigé vers mon allée, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Juste au-dessus de son garage, coincé entre le revêtement et la gouttière, se trouvait un petit appareil noir orienté de manière à pointer directement vers mon allée. D'où je me tenais, cela ressemblait à un objectif de caméra reflétant faiblement la lumière du Porsche. Ma poitrine s'est serrée. Cela expliquait tout. Il ne devinait pas. Il observait. J'ai essayé de me convaincre que c'était peut-être une caméra de sécurité destinée à sa propre cour. Mais l'angle a immédiatement trahi ce mensonge. Elle était dirigée droit vers mon allée et les fenêtres avant de ma maison. Je suis rentré, et tiré les rideaux, et arpenté le salon pendant ce qui m'a semblé 1 heure. Le confronter ne semblait pas sûr, mais l'ignorer me rendait malade. J'ai pensé à appeler la police, mais s'il rejetait cela comme un vieil homme essayant de se sentir en sécurité, je m'imaginais avoir l'air paranoïaque, comme un voisin surréagissant. Pourtant, je ne pouvais pas faire comme si je n'avais rien vu. La façon dont l'objectif captait la lumière pointait comme une ligne de mire dans mon espace privé. Les jours suivants, j'ai vécu comme quelqu'un sous surveillance. J'ai vérifié les verrous 2 fois, me suis déplacé dans ma maison avec les rideaux tirés, et même garé à différents endroits pour le tromper. Une fois, en jetant un coup d'œil tard dans la nuit, j'ai juré avoir vu la lueur rougeâtre d'une lumière provenant de cette caméra, pulsant comme si elle enregistrait. L'idée qu'il puisse être assis dans son salon à regarder mes allées et venues en temps réel me donnait la chair de poule. Ce n'était pas seulement dérangeant, c'était invasif d'une manière impossible à ignorer plus longtemps. Le week-end suivant, je n'en pouvais plus. J'ai demandé à un ami du travail, Daniel, de venir jeter un coup d'œil.
Il avait des connaissances en réparation domestique et système de sécurité, donc je faisais confiance à son jugement. Nous nous sommes tenus dans mon allée, faisant semblant de discuter tranquillement tandis qu'il orientait ses yeux vers l'appareil sur le garage de Monsieur Howard. Après quelques secondes, il a chuchoté « C'est une caméra. Pas même bien cachée, juste collée là avec un support. Et oui, elle est dirigée droit vers chez toi. » Entendre quelqu'un d'autre confirmer ce que je savais déjà m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une surveillance délibérée. Cette nuit-là, j'ai composé le numéro de la police non urgente. 2 agents sont venus, ont écouté mon explication, puis sont allés parler à Monsieur Howard. Je les ai observés depuis la fenêtre de mon salon. Il a gesticulé beaucoup, pointant vers la rue, secouant la tête. Finalement, l'un des agents a fait un geste vers la caméra, et après quelques minutes tendues, je les ai vus la retirer de son garage. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils prétendaient que c'était pour la sécurité du quartier, mais comme elle était dirigée vers ma propriété, ils l'ont fait enlever immédiatement. Ils m'ont suggéré d'installer mes propres caméras si je voulais avoir l'esprit tranquille, puis sont partis. Les jours suivants ont été gênants. Je le voyais toujours dehors, sirotant toujours son thermos, faisant semblant d'arroser des plantes qui n'avaient pas besoin d'eau. Mais sans cette caméra qui me fixait chaque fois que je sortais de la maison, un poids s'est un peu soulevé. Il ne s'est jamais excusé, n'a jamais prononcé un mot à ce sujet, mais sa présence a perdu une partie de son pouvoir. J'ai gardé mes rideaux tirés et évité tout contact visuel. Et finalement, ces apparitions constantes à mes heures exactes de départ sont devenues moins fréquentes. Peut-être qu'il savait qu'il avait été découvert. Ou peut-être que le frisson était parti, maintenant que la caméra était partie. Dans les 2 cas, le silence était un soulagement. Même maintenant, des années plus tard, je repense parfois à cette période et à la facilité avec laquelle quelqu'un peut franchir la ligne entre une vigilance de voisin et un contrôle prédateur. Ce n'était pas dramatique au sens de la violence ou des menaces, mais cela m'a appris à quel point l'idée de la vie privée est fragile. Chaque fois que je vois un petit objectif noir sur le côté d'une maison, je ne peux m'empêcher de me demander sur qui il est pointé et quelle histoire la personne de l'autre côté se raconte pour le justifier. Pour moi, ce petit appareil a changé à jamais la façon dont je vois ma propre maison.